Sylvain Moubenga, né en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, en tout cas un vrai Kinois. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires ici au Congo. Et j'ai fait aussi mes études universitaires à l'ISTA, ici au Congo. À un moment donné, en 2007, j'ai eu la chance d'aller continuer mes études en Europe, spécialement en Angleterre. Et j'ai repris mes études d'ingénieur encore à zéro parce que, comme vous connaissez, là-bas, nos diplômes congolais ne sont pas acceptés. J'ai recommencé mes études de zéro à l'université de Birmingham, qui est une prestigieuse université en Angleterre en fait, en termes d'engineering. Donc j'ai fait l'électronique et la télécommunication. Et après avoir fini, j'ai commencé à faire ma carrière d'ingénieur à Orange. Et après ça, j'ai travaillé vraiment dans plusieurs boîtes de télécommunications. Si j'essaie d'énumérer la liste, ça sera trop long. Même mon LinkedIn est là pour celui qui veut voir ma carrière et tout ça. Il peut aller sur ma page LinkedIn qui est Sylvain Moubenga, il verra toute ma carrière. Bon, après, j'ai créé ma propre boîte en termes de consultants en technologie et je travaille avec des plus grandes boîtes de la place. Et quand je dis de la place, je dis mondial en fait, comme Cisco Systems. Je travaille avec Ericsson, je travaille avec Motorola, je travaille avec Huawei aussi, le chinois, et je travaille aussi avec beaucoup de banques d'investissement comme Barclays Bank, Nationwide, et à part ça, il y a aussi beaucoup de telco comme on appelle, mais c'est télécom en fait, comme Telefonica, Orange, Free UK, T-Mobile, qui est une boîte allemande, et aussi je suis consultant dans une boîte nucléaire en Allemagne présentement. Et après un moment, après avoir acquis beaucoup d'expérience à l'extérieur, je me suis dit, ok, non, c'est l'heure. Pourquoi pas revenir dans mon pays, essayer de partager avec les autres ce que j'ai acquis à l'extérieur comme expérience. Et aussi, pas juste apporter, et aussi apprendre. Le numérique aujourd'hui fait partie de la racine en fait, principale de l'économie mondiale. Sans le numérique, vous ne pouvez pas vous développer. Donc le Congo a besoin du numérique pour se développer. Le Congo n'a pas besoin de suivre le modèle du numérique de l'extérieur pour se développer. Donc chaque solution doit être adaptée, ce qu'on appelle customized. Donc chaque solution doit être adaptée en fonction de réalités sur le terrain. Parce que par exemple le numérique qui sont déployés à l'extérieur, en tout cas il faut faire la différence. Quand on parle numérique ici, on parle en termes d'application ou en termes de solutions. Parce qu'en termes numériques, en générique, ça veut juste dire que c'est un signal digital ou analogue. Donc, mais aujourd'hui, le terme numérique a évolué de telle façon que les gens commencent à l'utiliser pour identifier des applications. Donc, je voulais juste mettre cet accent-là pour que nos téléspectateurs comprennent quand je parle du digital ou du numérique, je vois des applications qui répondent à un problème bien spécifique. Donc, ce que je voulais dire que le Congo doit appliquer le numérique en fonction des problèmes qui leur sont propres et en fonction de leurs traditions et en fonction de leur code de conduite. Donc ce qui est appliqué en Europe n'est pas nécessairement bon ou bien ça ne va pas nécessairement s'appliquer aussi au Congo parce que leur culture là-bas est différente de la nôtre. Donc il faut essayer de voir tous ces paramètres pour avoir une solution bien adaptée et avoir des résultats bien concrets, quoi. Ça, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, j'ai remarqué quand je suis venu ici sur place. Donc, des fois, quand je me promène, je peux être peut-être dans des trafics pendant 2 heures, 3 heures de temps, dans des bouchons où les voitures en fait ne bougent pas. Et des fois, peut-être après que la voiture bouge, tu découvres que c'est peut-être un problème de chauffeur, un problème de conduite et tout ça. Et ça crée de l'embouteillage dans la ville. Et ça, je pense, c'est un problème social qu'il faut résoudre parce que ça peut affecter en fait même l'économie du pays. Donc il ne faut pas juste le voir en termes d'embouteillage, mais ça cause des retards énormes. Un retard déjà d'1 heure, 2 heures du temps, ça fait perdre de l'argent. Comme on dit en anglais, time is money. Okay? C'est aussi quelqu'un, c'est un directeur, on l'attend au bureau pour résoudre un problème, signer un document. Il fait 2 heures, 3 heures du retard. Ça fait déjà beaucoup de pertes dans les pays, dans l'économie de notre pays. Donc, il faut normalement s'atteler à résoudre ces problèmes-là. Bon, dans mon background d'ingénieur, quand je vis ces problèmes,
j'ai essayé un peu de réfléchir. Je me suis dit, bon, pourquoi les trafics et pourquoi il y a des embouteillages, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Bon, il y a d'autres personnes qui disent que, oh non, c'est parce que le roulage ne fait pas bien son boulot. Bon, j'ai regardé, je me suis dit, ok, le roulage peut avoir aussi sa part de responsabilité. Mais même si on vous met un roulage expert et tout ça, qu'on a bien formé, non, dans la façon où j'ai vu l'afflux de voitures et puis l'état des routes, non, un roulage lui-même ne peut pas résoudre ce problème-là. Mais il y a d'autres personnes qui évoquent, non, il faut prendre un militaire, mettre là parce que les gens auront peur de militaires et les trafics va être ce qu'on appelle fluide. Mais ce n'est pas aussi ça. Parce qu'une personne, même si on met un militaire, il est en face d'au moins 4 000, 5 000 voitures. Même s'il vous donne la direction de faire ça, lui-même d'abord étant qu'humain, son corps va se fatiguer à le faire. Raison pour laquelle on a des systèmes qu'on appelle automatisation. Okay? Donc il n'y a pas d'automatisation pour rien. Automatisation, ça veut dire que là où l'humain se limite, on peut aussi commencer avec l'artificial intelligence, qui s'appelle qu'on peut automatiser ces systèmes-là afin de permettre ces systèmes de fonctionner, pas en fonction de l'énergie, en fait, l'énergie humaine. Donc, j'ai essayé de voir ces problèmes et analyser. Je suis tombé dans la conclusion que, donc, selon moi, je trouve que le problème de trafic dans ces pays, ou bien le problème principal, c'est la signalisation et la contravention. Quand je parle de signalisation, je parle du feu. Ce n'est pas ce que j'ai vu dans des routes ici au Congo. Il y a un petit robot qu'on met là, qui s'allume rouge-vert. Et si tu regardes ces robots-là, les voitures qui sont distantes, en fait, ne peuvent même pas si le flash c'est rouge, le flash c'est... Dans de grandes routes comme le boulevard du 30 juin, on devait avoir des grandes signalisations. Et puis ces signalisations-là doivent être à une hauteur plus élevée qui va faire que tout le monde puisse voir que peut-être il y a un feu rouge et il y a un feu vert pour passer, ou il y a un feu rouge pour stopper. Donc, je trouve qu'il faut d'abord implémenter ces signalisations, mais cette signalisation doit être accompagnée des caméras. Ces caméras-là doivent être placées au-dessus de la signalisation pour permettre à capturer tous les plaques d'immatriculation qui n'obéisseront pas à la loi en fait. La loi, je veux dire, c'est la loi routière, le code routier. Donc, dans le code routier, si c'est en rouge, on te dit de stopper. Et si c'est vert, on te dit de passer. Mais ici, les gens ne le respectent pas. Donc, ces caméras-là seront là d'abord pour contrôler la vitesse et pour contrôler aussi la conduite des chauffeurs, s'ils passent ou ils ne passent pas dans le feu indiqué. Donc, ça veut dire, si le chauffeur se méconduit ou bien enfreint la loi, quand on capte son plaque d'immatriculation, donc on va faire ce qu'on appelle la contravention. La contravention, ça veut dire quoi? Il doit payer l'amende. Et aussi, si on a des permis de conduire électroniques, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aussi déduire le point dans son permis de conduire. Ça veut dire qu'on te donne par exemple 12 points. Bon, ça c'est un système d'abord implémenté en Angleterre. Quand par exemple tu acquiers ton permis de conduire, on te donne 12 points. Donc à chaque faute de conduite, on t'enlève 3 points. Donc ça veut dire que si tu fais 4, les 12 points est fini et on te dit tu vas être là au moins pendant 3 ans, 4 ans sans conduire. Ça fait aussi peur et ça fait que l'humain se comporte plus mieux que de faire des fautes dans la conduite routière. Donc, on doit premièrement implémenter la signalisation et la signalisation doit être accompagnée de la contravention. Donc, la technologie à employer pour résoudre ces problèmes-là, il faut des caméras qui nous permettent à capturer des plaques d'immatriculation. Mais pour faire ça, on a besoin du back-end system. Les back-end systems, c'est quoi? C'est identifier tout le véhicule avec leur propriétaire dans une base de données centrale afin de pouvoir leur charger la contravention que l'État va mettre en place. Donc c'est juste en bref, en ce qu'on appelle un high level, une des solutions qu'on peut implémenter pour résoudre le problème du trafic dans ces pays. L'humain en fait, l'homme ou bien Moutou, ils ont raté que alingi kusala, deux fois alingi kusala bolam. Ils ont loi ne Moutou forcé pour asala bolam wan. Ils ont parce que les chrétiens vont peut-être dire oh pourquoi il dit ça? Parce que nous chrétiens on fait le bien. Non, les chrétiens font le bien, c'est parce qu'ils ont lu la Bible.
Okay? Ils ont lu la Bible, ils ont lu les 10 commandements, ou ils ont lu la loi de Christ pour dire qu'il faut aimer ton prochain, il faut faire du bien et tout ça. Raison pour laquelle ils font le bien, parce qu'ils ont un espoir d'aller au paradis. Okay? Il y a une loi. Donc aujourd'hui, l'humain, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc tu as besoin d'un support qui te dit qui te force à faire quelque chose. Donc ça veut dire que c'est la loi qui va contraindre l'homme à faire du bien. Donc si aujourd'hui, parce que quand j'ai évoqué le problème de la contrevention, c'est pour en fait contraindre. Si aujourd'hui, toi, on te dit de payer 100 $ 2 fois, c'est parce que tu as passé le feu rouge. Je pense que la 3e fois, tu ne répéteras pas. Moi qui te parle ici, j'ai eu aussi beaucoup de contreventions en Europe. On te dit que là, c'est 2 lignes jaunes, il ne faut pas parquer ici. Mais je me dis, OK, je dois acheter quelque chose dans un shop. Non, je vais juste aller rapidement, faire 1 minute, prendre ce que j'ai besoin et revenir dans la voiture. Le temps de revenir, il y avait déjà un agent de l'État qui me met des tickets. Donc, même moi là, donc après, 2e fois quand je reviens dans la même voiture, non, je dois mettre ma voiture au parking. Après, ce n'est pas loin, 5 minutes, je me promène, je vais au shop et je retire. Et ça ne bloque pas les trafics. Parce que quand je faisais ça, mettre ma voiture dans les 2 lignes, ça bloquait des trafics. Donc, c'est comme ça l'humain. Ce n'est pas que tu es intellectuel ou tu n'es pas intellectuel, mais c'est notre nature. L'humain est contraint par la loi. Premièrement, je vous dis déjà qu'il y a une forme de numérique ici au pays. Quand je dis il y a une forme, je vais bien m'expliquer. Il y a une forme de numérique avec les afflux des sociétés privées. En fait, ici au Congo, il y a beaucoup d'investissements en termes de télécommunications parce que vous avez beaucoup d'entreprises de télécom. Aujourd'hui, même si votre service donné au niveau de des sociétés de télécommunications n'est pas le même service qu'on a en Europe, peut-être ça aussi c'est une raison de contrainte. Pourquoi on ne donne pas le même service ici? C'est parce qu'il y a une entité comme le ministère de la télécommunication qui doit réguler ces histoires-là. Pour réguler ces histoires, en fait, je vais vous donner un exemple, comme le 4G, les LTE. Le 4G a ses spécifications. Donc, pour rappel, j'étais parmi la première équipe à déployer le 4G dans le monde. Donc, le premier 4G qui a été déployé dans le monde, c'est en Angleterre. 4G. Le premier 4G qui a été déployé dans le monde, c'est en Angleterre, avec une entreprise qu'on appelle Everything Everywhere. Donc, c'est racheté maintenant par BT. C'était en fait une fusion entre T-Mobile et Orange. On a fait ce qu'on appelle un joint venture. Donc, un joint venture qui a déployé le 4G dans le monde. J'étais en fait parmi l'équipe qui ont fait les designs de 4G. Donc, 4G. Donc, 4G a ses spécifications techniques en termes de upload and download des données en fait. Si tu as Internet, tu fais ce qu'on appelle un test de vitesse. Donc, tu dois avoir un certain minimum de upload téléchargé. Tu as un certain minimum de télécharger les données ou bien de download les données. Mais si tu regardes par exemple le 4G qui est employé ou déployé ici sur place dans notre pays, ne respecte pas ces règles-là. Mais qui devait les contraindre à respecter ces règles-là? C'est en fait l'entité qui est au top, qui régule les marchés. Donc ça veut dire que Mobutu avait ces ministères-là qu'on appelait télécommunications dans le temps. Mais ces ministères, en fait, ça faisait juste la régulation de tout ce qui est information. Dans ce temps-là, c'était en fait des chaînes de télévision. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de télécoms dans ce temps-là. Il y avait aussi le poste des télécommunications qui faisait les fixes. Donc Mobutu avait ces ministères-là de télécommunications qui étaient en place pour surveiller, censurer et tout ça, pour réguler aussi les marchés. Mais ce ministère est resté longtemps. Il y a des gouvernements qui se sont succédés et tout ça. On a toujours gardé ces ministères. Mais on devrait en fait évoluer. Et après, vous avez encore rajouté le ministère du numérique. Et là, je me dis, OK, quelles sont les compétences du ministère du numérique et quelles sont les compétences ou les attributions en fait, en bon français, attributions, quelles sont les attributions du ministère de TNTIC? J'ai été au Sénégal. On m'a employé comme consultant dans leur entreprise qu'on appelle Sonatel. Sonatel, c'est la Société nationale des télécommunications. Mais comme je vous dis, eux ont évolué dans un autre modèle. Comment? Ils avaient une entreprise de télécommunications contre notre poste de télécommunications. Ils ont trouvé qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, c'est très difficile à l'État d'être au point en termes de financement
de produits ou bien de la technologie. Parce que le financement, en fait, dans le numérique, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut être évolutif et tout ça. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont dit, OK, on n'est pas capable à financer la Société nationale des télécoms pour nous permettre à déployer des produits en broadband et des produits téléphones mobiles ou bien d'autres produits comme faire des serveurs pour l'État, les divisions, les entreprises publiques, les entreprises privées et tout ça. Je te parlerai des modèles après. Ils ont fait ce qu'on appelle un joint venture avec Orange de la France. Orange s'est associé à la Société nationale des télécommunications, Sonatel à 50%, Orange aussi à 50%. Et ils travaillent ensemble, mais en fait, le financement vient de l'Orange. Et ils ont recruté les ingénieurs sénégalais. Je vous ai en fait donné quelques photos que j'étais au Sénégal pour former leurs ingénieurs et puis déployer une technologie au niveau de leur data center pour leur permettre de commencer à des ventes de produits aux entreprises publiques de l'État. Quand je parle des produits, je parle en termes des applications numériques et tout ça, à déployer comme la taxation, comme les contrôles de l'identité et tout ça. Donc, j'ai essayé de les aider en ces termes-là. Ma réponse, c'est sur base technique. Je ne sais pas sur base logistique ou opérationnelle. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir l'avis contraire que moi. Mais sur base technique, je vous dirais que les deux opérations peuvent être combinées et les faire dans un seul et avoir le même résultat. Pourquoi ça coûtera cher? Ça coûtera même moins cher parce que si vous faites les recensements et l'enrôlement séparément, ça veut dire que les deux organisations, comme la CENIP et l'ONIP, auront leurs agents. Donc déjà, tu as des agents sur le terrain. Ils auront deux équipements différents, donc des ordinateurs différents. Ça déjà, ça donne un coût trop élevé. Ça, c'est juste un exemple. Là, je te donne deux. Et maintenant, si tu regroupes les deux opérations dans une seule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a juste un agent sur le terrain avec un ordinateur. Donc déjà, ça réduit le coût à moitié. Dans le concret, premièrement, je dirais que ça, en ce que je sache, ce n'est pas la responsabilité de la CENI. La CENI, c'est juste une institution qui est là pour organiser les élections. Ça, c'est plus la responsabilité de l'État. C'est l'État qui finance la CENI afin d'enrôler les électeurs pour permettre d'avoir des élections. Okay? Même chose pour le recensement, mais pour le recensement, ça a un but qui est un peu différent de celle de la CENI. Parce que le recensement, l'ONIP a besoin d'avoir une base de données centrale qui va regorger toutes les informations des citoyens, qu'ils soient majeurs, mineurs, vieillards, pour avoir cette base de données afin de donner des statistiques ou d'utiliser ces informations à des fins sécuritaires ou à des fins médicales. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup des applications qui peuvent être utilisées sur cette base de données. Je vous donnerai un exemple, par exemple, au Kenya. Au Kenya, ils ont créé une base de données centrale, là où ils ont enregistré tous les nationaux, ils ont enregistré tous les étrangers, ils ont enregistré tout le monde. Et cette base de données-là leur permet d'avoir des statistiques à temps réel et leur permet aussi d'avoir des élections à coût réduit. Au moment où vous avez déjà une base de données centrale, vous connaissez déjà le nombre majeur. Ça veut dire que si aujourd'hui en Afrique, OK, l'État, pourriez-vous nous fournir les statistiques ou le nom de toutes de personnes majeures dans le pays, quel que soit filles, garçons, vieillards, hommes et femmes? La CENI peut directement, l'État peut directement cliquer et envoyer la CENI la liste. Comment me faire confiance? De 1, au Bengamon Mboka. OK? Donc ça veut dire que j'ai le souci de mon pays. Okay? J'ai le souci de notre jeunesse. Donc si je reviens souvent dans mon pays, c'est parce que j'ai les soucis de cette jeunesse-là. Et des fois, je regarde des problématiques à la télé et tout ça, peut-être je le vois moi-même aussi sur place. Je me dis que non, ces problèmes ici peuvent être résolus par ça, par ça, par ça, par ça, à raison pour laquelle je reviens toujours pour proposer des solutions. Mais des solutions que je propose, souvent je ne trouve pas de contradictions ou je ne trouve pas de produits similaires à ce que moi j'offre. C'est toujours des produits qui sont moins
ou bien qui n'ont pas de bonnes qualités, c'est parce qu'ils ont des relations avec celui-ci, c'est parce qu'ils emploient quelque chose et ils arrivent à gagner les marchés. Mais souvent, c'est ça. Mais normalement, l'assurance, c'est parce que nous avons un Mboka, j'aime mon pays. Okay? Et deuxièmement, donc, mon expertise et mon respect que j'ai dans des boîtes à l'extérieur du pays, je n'aimerais pas gâcher ces respects-là ou bien cette estime-là, venir faire des aventures au pays. Non. Je pense que si je reviens plus, ce n'est pas raison financière, c'est raison de mettre un pouce sur mon pays puisse aller de l'avant.